Pour soutenir le Blogcast, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Le Blog TV, à liker, commenter et partager ses contenus. Un déclic à un moment, ou ton premier souvenir fort, en tout cas avec la nature. Comment on passe de l'écologie à la boulangerie? Toi, comment t'arrives à garder un peu espoir encore là-dessus? Ça devient d'où cette fascination pour les chauves-souris? Il y avait un truc. Comment toi tu te décrirais? On fait quoi comme étude pour arriver là? Ça sert à quoi? Y a pas de flou? Pas de flou. Ok. On en a deux qui fonctionnent. Bientôt, t'entends? On est cerné. Tu l'as aussi? Ah, ok. Bah écoute, on démarre. Je fais plus d'introduction. J'en ai marre. Ok. Ça va? Ouais. Bah écoute, je commence. Alors, je t'ai appelé la seule personne pour qui j'ai imprimé le CV. Ça revient pas. Putain, j'ai l'impression qu'elle a pas un entretien d'embauche. Oui, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, Oui, Jérémy, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 2 semaines à tout c'est ça, péter. il y a 2 semaines tout pile. On est par une entrée, j'essaie de refaire le fil quoi, du truc, on est passé par une entrée qui était paysan boulanger C'est ça, ouais. pour partir en photographie et se rendre compte que tu étais écologue avec une formation d'éthologue. Enfin, écologue, éthologue, Et ouais. toi que c'est la même. Enfin, tu vois, Ouais. Du coup, comment toi tu te décrirais? Je te balance le truc du mauvais journaliste par excellence qui a pas fait Ouais. ça à la copie, mais comment toi tu te Mhm. décrirais là-dessus? Mais du coup, un peu comme un touche-à-tout bricoleur. Mhm. À la fois d'un point de vue personnel et professionnel, quoi. Ok. C'est ton truc quoi. Ouais, j'aime bien tenter des choses. Ok. Voilà. Quand t'étais gamin, tu bidouillais des trucs? T'es Ouais. du genre à bidouiller, à déconstruire, à reconstruire? Ah oui, toujours, ouais. Ouais? Ouais. Et ça, Bah, du coup, tu l'as gardé quoi. et c'est d'autant plus accentué quand on grandit dans une ferme où le terrain de jeu est immense, quoi. Alors, parce que du coup, attends, donc toi, tes parents, ouais, on y cache dans le sujet, mais tes parents étaient paysans aussi? Ouais, ils le sont Ils toujours, le sont ouais. toujours, du coup. Ouais. Et donc, toi, t'as grandi dans cet univers-là, quoi. Et j'ai grandi dans la ferme, ouais, où au final on est installé depuis 8 générations. Ok. Ah oui, donc c'est une histoire familiale. Ouais, longue, ouais. fou, quoi. C'est ça. Et enfin, ça, je l'ai découvert tout récemment. Je savais que ça faisait longtemps qu'on était là, enfin que ma famille était là. Ok. Mais il y a quelques années, j'ai fait des recherches de généalogie. Et déjà, donc, mes ancêtres, donc il y a 8 générations, étaient déjà là sur la ferme, ouais. Ok, ah oui, donc il y avait pas cette connaissance, cette conscience de cet j'allais dire, héritage familial aussi poussé. Enfin, il y avait quelque chose, mais ça Ouais, restait. ouais. Puis en fait, au fil des générations, les informations se délitent un peu. Ouais, ok. C'est un des regrets de ne pas en avoir plus discuté avec mes grands-parents avant qu'ils décèdent, par exemple. Ok. Ouais, qu'il y avait sûrement des choses à transmettre. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est marrant, j'allais dire. Il y a plein de, tu sais, il y a plein d'entreprises, ça fait toujours rire, quoi, quand t'as marqué, je sais pas moi, kebab depuis 1994. T'as l'impression que ça Ah ouais. fait, waouh, une expérience. 94. Ouais. Ceci, ça commence peut-être maintenant. Mais chez vous, il y avait un vrai argument là-dessus et ça n'a jamais été un truc mis en avant particulièrement. C'est un truc qui fait partie de vous, mais. Ouais, bah, comme la plupart des fermes, en fait, aujourd'hui, c'est des. Ouais. Enfin, il y en a de moins en moins des fermes familiales, mais voilà, là, localement, il y a encore des très vieilles familles de paysans où ça fait 200 ans, voire plus, les fermes sont transmises. Ok. Oui, oui, enfin de génération en génération. C'est Mais ça, ça. c'est aussi un des sujets, on pourra y aborder, enfin l'aborder plus tard, mais il y a aussi des fois cet héritage qui n'est pas forcément facile à accepter. Alors, c'est pas ton cas, ou alors toi, tu as eu enfin, en tout cas, tu as eu l'expérience de faire un détour par un Ouais. autre sujet avant d'en revenir récemment. Mais il y a quand même un vrai sujet là-dessus, tu sais, de générations à qui on dit, bah, ton avenir est tout tracé, tu vas reprendre l'affaire familiale et ça peut être très bien vécu, comme des fois, ça peut être aussi. Ouais, bah, sur ces points-là, enfin, moi je considère ça comme une chance, mais sous certains aspects, ça peut aussi être un fardeau de se dire, en fait, toutes ces générations-là ont réussi à faire perdurer la ferme, à la faire prospérer, et il y a un peu la pression de se dire, bah, si moi je fais tout foirer, Ah ouais. je mets en l'air le travail de toutes ces générations-là.
Ça rajoute une responsabilité de plus, quoi. Une Oui, c'est ça, pression ouais. un peu. Enfin, en tout cas, c'est une pression que tu te mets toi-même, j'imagine, mais Ouais. en tout cas, elle est là, quoi. Mm. Enfin, c'est peut-être pas tes parents qui te renvoient ça, quoi. Non, pas du tout. Puis, moi, mon installation agricole, c'est pas du tout lié à une demande de mes parents. Enfin, c'est vraiment une initiative Ok. propre. Ils ont même plutôt, au cours de mes études, ils m'ont plutôt poussé à faire autre chose Ok. que j'ai fait, quoi. Mais, Justement, pour faire la transition, donc toi, tu es parti plutôt vers des études en écologie, ça va, si je résume comme ça, ouais, écologie, lien avec les animaux. ouais, c'est ça, ouais. Du coup, alors moi, je connaissais éthologue, donc c'est le comportement animalier. Ouais. Là, toi, c'est écologue, c'est quoi? C'est plus généraliste ou c'est encore une toute autre Ouais, approche? du coup, l'éthologie, on s'intéresse souvent à l'individu ou à une espèce, à savoir comment elle évolue dans son milieu. Ok. C'est une approche très scientifique. Là, l'écologie, c'est plus global. On va regarder comment une espèce évolue dans son milieu, quelles actions on peut mettre en place pour la préserver, Du coup, si j'entends, c'est plus lié à l'approche, quoi. Éthologue, c'est vraiment très spécifique. Ouais, Écologue va être un petit peu plus généraliste, ouais. mais peut-être aussi avec une approche environnementale, une approche, enfin, du coup, l'impact écologique, ce genre de Ouais. choses-là, sur les Mm. espèces. Oui, mais par exemple, ça peut être pratiqué en laboratoire sur des souris, par exemple, quand on veut tester Ok. un comportement. Oui, c'est très vague et très large en Ouais, termes ouais, d'approche, quoi. Oui, au cours de mes études, par exemple, quand j'étais en master d'éthologie, on avait des gens de chez Purina, donc c'est une marque de Les croquettes. croquettes pour Ouais, chats et c'est les chiens, ça. ouais, ok. Et qui venaient nous présenter leur travail où ils étudiaient comment développer l'appétence pour telle ou telle croquette pour que ça soit, que les chats ou les chiens aient envie de les manger, quoi. Et donc ça, c'est une approche de l'éthologie qui ne m'intéressait pas du tout. Très marketing et comment, du coup, Ouais, c'est ça. Et on était quelques-uns dans la promo à vraiment s'intéresser plutôt à l'éthologie de terrain. Euh, il y a encore, par exemple, des études pour mieux comprendre comment par exemple, les manchots communiquent entre eux. Ça, c'est de l'éthologie. C'est des connaissances assez fondamentales, hein. En soi, dans la vie de tous les jours, ça sert pas à grand-chose de savoir tout ça. du coup, Mais, c'est la question, ça sert à quoi? c'est Avoir une meilleure connaissance du une vivant, meilleure mais... connaissance des espèces, ouais. Ok. En fait, c'est difficile de mettre en place des actions de protection ou de conservation sans vraiment connaître les espèces et l'impact que ça peut avoir, quoi. Donc là, vraiment, l'idée du travail de recherche, c'est vraiment la protection des espèces, en tout cas la sauvegarde, surtout dans des enjeux environnementaux comme ceux qu'on Ouais. traverse depuis quelques temps maintenant. Mhm. Donc il y a vraiment cette conscientisation dès le début chez toi, de Ouais. vouloir avoir cet impact-là. Ouais, non, Ça s'est fait au fil des ouais, expériences. ça s'est fait au fil des expériences, des études aussi. Ouais, c'est l'expérience qui a généré ça, quoi. Ouais, Pour c'est ça, on fait quoi? On fait un master? On fait quoi comme étude pour arriver là? Il y a différents parcours possibles. Moi, j'ai commencé par un parcours tout simple, tout simple. Un master, un bac général. À l'époque, Scientifique? c'était bac S, Ok. spécialité SVT. Je sais pas si ça existe toujours, mais et après, je suis parti Ça a changé, je crois. Ouais. Et le lycée, ça a été quand même un peu difficile pour moi. Au final, il y avait pas mal de matières où je décrochais complètement. J'ai réussi à avoir le bac de justesse. Ok, pas de mention. C'est pas mention rattrapage, ouais. Ah, mention rattrapage, ça. Euh, mais je savais très bien ce que je voulais faire après. Et du coup, je suis parti en BTS gestion et protection de la nature. Donc vraiment un parcours professionnel. Ouais. Et où là, j'ai retrouvé de l'intérêt pour les études. Et où on était à la fois en salle à apprendre les connaissances fondamentales dont on a besoin pour mieux comprendre comment fonctionnent les écosystèmes, les espèces, mais aussi sur le terrain, ce qui nous permet de voir directement ce dont on parle en cours. Ouais, il y avait quelque chose de très concret, il y avait du C'est sens dans ça. ce que tu apprenais, c'était moins détaché, ou là où tu pouvais, toi, Ouais. peut-être plus lâcher au bac. Bah, Ça reste très théorique, quoi. ouais, complètement. C'est ce qui m'a un peu fait décrocher sur la première, la terminale. Là, c'est que j'étais très loin de ce dont on me parlait, quoi. Je suis persuadé que les matières qui, toi, te faisaient lâcher étaient celles qui, moi, me maintenaient en place. Tu avais un profil scientifique, déjà à l'époque? Ouais, C'était en ça. gros,
Tout ce qui était SVT, donc géologie, enfin en gros les sciences du vivant, ça me branchait bien. Ouais. La physique-chimie un peu, mais tout ce qui était maths, vraiment des trucs un peu poussés. Ok, oui. Voilà. Là-dessus, on se rejoint alors. Ouais. Ok. Et dans ta tête, il y a eu un déclic à un moment où ça a été, comme tu disais, le fait de grandir dans la nature, à la ferme, etc., qui ont petit à petit, enfin là, c'était un univers dans lequel tu te retrouvais. Mhm. Ou est-ce que vraiment, à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé et tu t'es dit, bon, ce déclic-là, il est important pour moi. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que je veux m'orienter maintenant. Non, il n'y a pas vraiment eu de déclic, puisqu'au final, enfin, au moment de faire ses choix d'orientation, à l'époque c'était post-bac, enfin Parcoursup maintenant. Enfin, j'avais choisi ces profils, enfin ces formations-là. J'ai essayé de trouver des informations, on va dire localement, auprès des conseillers d'orientation, mais en fait c'est des formations qui étaient complètement inconnues à l'époque. Ouais, de niche, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Enfin, en tout cas, je savais ce que je voulais pas faire. Ouais. Tu vois, de me retrouver à la fac. Enfin, je pense que j'aurais fini de lâcher complètement le truc, quoi. Ouais. Toi, t'avais besoin d'être sur le terrain et Ouais, et les puis mains à terre. toujours dans un truc un peu familial, on va dire. Là, les promos de BTS, on était une trentaine, et à partager comment dire, des convictions communes. Enfin, je considère que pendant mon parcours de BTS, j'ai autant appris en cours qu'avec mes collègues à sortir voir les oiseaux ou se balader en forêt. Enfin, Ouais, c'était la connaissance par l'expérience, quoi. C'était ouais, vraiment ce c'est côté-là. ça. Et il y a donc tu étais en lien avec les espèces animales. Il y a une espèce en particulier qui, toi, t'a attiré, ou dans lequel tu t'es senti plus épanoui? Ou c'est resté très général en mode, voilà, les animaux ou les oiseaux, enfin voilà, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Ouais, j'ai vraiment commencé, comme beaucoup, par les oiseaux. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, qu'on voit facilement. Hmm. Et moi, j'étais particulièrement intéressé par les rapaces. Donc ouais, qu'on voit aussi tous les jours, un Les buse, buses, il faut qu'on ouais, cresserait. ok. Et voilà. T'es parti là-dessus, du coup. Je suis parti là-dessus, enfin, c'était une des portes d'entrée, et après j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres taxons, groupes d'espèces, qui étaient tout aussi intéressants. Et dans ce genre de métier, j'imagine qu'on a la possibilité soit de... Alors, est-ce que déjà c'est un métier dans lequel on peut évoluer en restant sur place? Ou est-ce que, j'allais dire, le fait de bouger est intrinsèquement lié à ce métier-là ou pas? Enfin, toi, je sais que tu as beaucoup voyagé par la suite, Ouais. mais voilà, est-ce qu'on peut se dire, tiens, moi je veux faire écologue et j'aimerais bien comprendre ce qui se passe sur mon territoire et ça me va, quoi? Ou est-ce qu'il y a un moment on est amené à devoir faire le grand pas, quoi, le grand saut? Tout dépend des tempéraments. On peut très bien rester sur place et connaître parfaitement son milieu, à la fois s'intéresser aux oiseaux, aux chauves-souris, aux mammifères, aux insectes, aux Ouais. champignons. Enfin, les groupes d'espèces sont tellement vastes que, enfin, on pourrait passer une vie, par exemple, dans le Chinonais, sans connaître toutes les espèces Ouais. qui sont présentes. Dans mon cas, j'ai choisi de bouger un peu partout en France et même à l'étranger, par curiosité, en fait. Parce que j'ai eu l'opportunité de faire ça aussi, quoi. Ok. Mais par exemple, si on s'intéresse que aux oiseaux ou que aux chauves-souris, enfin, je considère qu'il faut quand même bouger un minimum, voir ce qu'il y a ailleurs, peut-être mieux comprendre les choses ici ou apporter un regard nouveau ailleurs Ouais. sur, sur une méthode d'étude d'une espèce, par exemple. Ok. Tu sais, le principe de ce podcast, c'est qu'on va un peu dans tous les sens. Ouais. Donc, j'avais une question moi, qui me venait, c'était quoi ton premier souvenir, ou ton premier souvenir fort, en tout cas, avec la nature? Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui te marque particulièrement? Ouais, il y en a beaucoup. Un des souvenirs où j'étais ouais, assez jeune, je dois avoir une dizaine d'années, c'est qu'on avait un couple de faucons cresserelles qui a niché à la ferme. Et où du coup j'ai vu la femelle pondre ses œufs, couver Ah, t'as pu jusqu'à... faire une observation in situ, genre chez toi, quoi. Oui, ouais, c'est ça, c'était dans un trou de mur à 3 mètres de haut, quoi. Et, même jusqu'à... Enfin, il y a un poussin qui était tombé au sol, qu'on avait récupéré, remonté au nid. Ok. Voilà. Enfin, de mes souvenirs, c'est ça
le plus vieux souvenir. J'imagine que tu étais relax parce que vous n'avez pas une ferme avec des animaux, on est d'accord? C'était une ferme plutôt de production. Ah, on avait quand même Ah. des poules, enfin le couple de faucons, là, niché à même pas 50 mètres d'un poulailler, Ok. on avait des poussins. Il n'y a pas de danger? Bah, sur les faucons cresserelles, non. Ok, d'accord, je m'en rends pas compte. Ok. Comment on passe de l'écologie à la boulangerie? Parce que c'est pas pour Ouais. rien qu'on a ça, du pain que tu nous as ramené, qu'on va pouvoir goûter d'ailleurs, mais comment, justement, ce parcours-là, enfin, moi, c'est ce qui m'a halluciné quand on avait discuté les premières fois, c'était de voir qu'il y avait tout un truc Ouais. assez fou en termes d'expérience. Aujourd'hui, ton activité, c'est paysan boulanger. C'est ça. Donc, on en parlait tout à l'heure, ça c'est l'exploitation familiale. Mhm. Donc, il y a un début de réponse Oui. déjà dans la question, mais je veux dire, comment toi, personnellement, tu fais cet écart-là, et est-ce que pour toi, il y a un grand écart en fait? Non, c'est même plutôt lié au final. Enfin, c'est lié. Comment dire? Il y a une approche un peu scientifique sur la fabrication du pain au levain, mais il y a une approche aussi scientifique et écologique sur la façon dont on va produire les céréales pour fabriquer le pain ensuite. Et c'est ça en fait ce qui m'a amené à faire le saut de passer d'écologue, on va dire, à paysan. C'est qu'au final, je me sentais plus investi dans la protection de l'environnement en mettant en place des pratiques agricoles bénéfiques à la nature Ouais. sur ma ferme que à voyager partout dans le monde pour aller compter des oiseaux qui sont en train de s'éteindre. Ouais, il y avait un besoin de passer du coup là aussi de la théorie à la pratique un peu, si je t'entends, c'est en gros comment Ouais. on constate des répercussions des changements climatiques. Ouais. Et alors, on constate, on est aux premières loges, et puis à un moment, c'est comment on se sent peut-être utile autrement, en tout cas, Ouais. à agir. Ouais, puis on se Sur sent les- bien impuissant face à des espèces qui sont en train de souffrir de. Ça, tu Ouais, l'as constaté concrètement, parce qu'on en entend beaucoup parler, il y a des rapports du GIEC, il y a pas mal de choses qui Ouais, sortent, ouais. qui permettent, étrangement, plus il y a d'éléments et il y a de plus en plus de rapports, moi j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, en tout cas elle est assez éloignée. Toi, comment tu l'as vécu ça et à quel moment, enfin, comment ça s'est matérialisé dans ta pratique de constater ces impacts des changements climatiques? Ouais, c'est assez dur à encaisser quand même. Hein, Tu l'as vu, ouais, mais tu l'as vu du coup, tu as vu Oui, clairement oui. des espèces diminuer. Oui, oui, bah, enfin, juste pour une espèce, on va dire locale, qui est le râle déjeuner, c'est une petite, on va dire une petite perdrix qui nichait dans les prairies historiquement le long de la Vienne. Ouais. Et ça, c'est une espèce qui a complètement disparu. Enfin, en 40 ans, on a perdu 97% des effectifs en France. Ok. Ah oui, donc là on n'est pas sur un Voilà, flux localement, donc le parc naturel Loire-Anjou-Touraine, je crois que les derniers individus ont été observés un peu avant 2020 et ils ont disparu. Et dans les années 2010, on avait une dizaine de mâles chanteurs. C'était déjà très peu. Ouais. Et ça, c'est d'une part lié au changement climatique, mais surtout au changement de pratiques agricoles au final. Ok. C'était une espèce qui était très liée à l'élevage et aux prairies. Ça, c'est au niveau local, quoi, mais il y a Oui. plein d'autres espèces. Parce que toi, tu es allé dans plein de pays, enfin, tu pourrais les énumérer là? Enfin, tu as voyagé pas mal pour aller observer les oiseaux particulièrement. Les oiseaux, les chauves-souris surtout. Chauves-souris. Ouais. Les mammifères marins également. Ouais, du coup, je suis allé en Guyane française. Ça, c'était plus pour un labo qui travaillait sur l'épidémiologie des chauves-souris. Donc, Ouais. on capturait les chauves-souris, on faisait des prélèvements sanguins, des prélèvements génétiques aussi. Ouais, ok. Aux Émirats Arabes Unis aussi, avec un collègue, pour essayer d'améliorer les connaissances sur les espèces des chauves-souris dans cette zone-là. Puisqu'au final, les dernières expéditions, on va dire, contemporaines d'études des chauves-souris aux Émirats, c'était dans les années 60. Et donc avec des connaissances et des moyens techniques de l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Ouais, oui, avec pas aussi pointu, enfin, C'est pas ça, autant ouais. d'outils pointus. Ouais. Donc l'idée, c'était de un peu mettre à jour les connaissances, la présence des espèces sur le pays. Donc juste sur la mission qui a duré que 2 mois, on a trouvé 5 nouvelles espèces pour le pays, par exemple, qui étaient Ok. connues dans les pays voisins, comme la péninsule, le sultanat d'Oman ou l'Arabie Saoudite.
Euh, et donc l'idée c'était de capturer les chauves-souris, de déterminer et d'essayer de mettre en place un référentiel acoustique des chauves-souris. Tout à l'heure tu me posais la question de qu'est-ce que c'est la détermination acoustique des chauves-souris. Ouais. Et donc du coup, une des clés de détermination des chauves-souris, c'est de les enregistrer et d'analyser leurs ultrasons. Parce qu'en fait, chaque espèce de chauve-souris a une signature acoustique, elle émet des ultrasons pour se Ok, déplacer d'accord, dans avec l'environnement. ok. Bon, ça devient Fréquences différentes, ouais, en c'est gros. ça, ça devient un peu pointu là. Ouais, mais sympa. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée du boulot, quoi. Est-ce qu'on arrive à se raccrocher? Enfin, tu dis que tu découvres des nouvelles espèces. Alors, je fais pareil avec quand tu dis il y a des Ouais. espèces qui disparaissent. Bon, en l'occurrence, elles existaient déjà, mais Oui, oui. est-ce qu'on se raccroche à ça quand même un minimum en se disant bon, il- enfin, comment positivement on reste dans quelque chose de pas trop déprimant dans cette approche-là? Enfin, toi, comment tu arrives à garder un peu espoir encore là-dessus? Parce que tu disais que c'était assez dur à encaisser. Ouais, ouais. Comment toi, tu arrives à conserver et à garder un espoir là-dessus, en fait? Bah, Ou est-ce que vraiment c'est trop dur? Il y a un moment où on se dit, je me mets tout ça en pause. ouais, enfin, c'est assez dur. Après, on essaye au quotidien, par nos pratiques, enfin, de lutter contre tout ça, quoi. Ouais. Mais bon, c'est. Enfin, des fois, on se dit que c'est un peu peine perdue, quoi. Ouais, il y a quand même ce truc-là. Ouais, oui, oui. Bah, enfin, surtout quand on voit que la majorité des décisions qui sont prises, notamment au niveau gouvernemental, sont contre l'intérêt commun, quoi. Hmm. Donc, voilà. Malgré tout, entre personnes qui partagent les mêmes valeurs, on essaye de se soutenir, quoi. Ouais, j'entends. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même un rôle de conseil aussi, ce que tu me disais, il y a le rôle des écologues aussi, enfin, en tout cas dans cette base de données, c'est pour augmenter la connaissance, mais aussi pour conseiller au mieux Oui, les décideurs, quoi. oui. Et décideuses. Comment, enfin, j'imagine qu'il y a peut-être pas un conflit d'intérêts, ou en tout cas, personnellement, ça va pas être super, des fois, enfin, évident, d'avoir envie de, tu sais, c'est un peu comme quand tu veux secouer quelqu'un, Ouais. et que tu sais ce qui est bon, voilà, etc. Et comment on arrive à garder cette position-là, quoi, un peu neutre, parce qu'il y a une forme de neutralité quelque part. Ouais, Et en même ouais. temps, j'imagine que les convictions, elles continuent de s'animer au quotidien, Oui, encore oui. plus quand tu es face à des constats que tu peux pas fuir, quoi. Complètement. Bah, c'est pas, c'est pas facile de garder son calme, hein. Au final, moi, pour l'instant, je me suis un peu détaché de tout ça. Enfin voilà, je suis ça de près d'un point de vue, enfin au niveau de l'actualité notamment. Enfin là, quand on voit par exemple la loi du plomb qui. Oui, du planteux. Oui, c'est ça, du plomb 2. Enfin, ça n'a pas de sens de vouloir continuer à essayer de sauvegarder une agriculture telle qu'elle est actuellement. On sait très bien qu'on va droit dans le mur. Et donc, enfin oui, nous, on s'est un peu détaché de tout ça. Par nos, enfin, comme on dit, par nos méthodes de culture, en partie de transformation, de commercialisation. Enfin, voilà, on essaye de faire autrement, quoi, Oui. que la majorité. Ouais, ça, c'est qu'à ton échelle, tu essayes de pouvoir changer des pratiques ou les modifier. D'ailleurs, dans la ferme, il y a toujours eu cette conscience-là où tu as senti, toi, les choses qui évoluent. Est-ce que sur ces 8 générations, alors avec les connaissances que tu as, est-ce que tu Ouais. vois à un moment des choses qui changent dans les pratiques? Bah, enfin, une ferme, ça évolue toujours plus ou moins. Mon père donc a hérité de la ferme de ses parents, où il y avait de l'élevage, de la grande culture. Donc il a continué l'élevage, enfin c'était un élevage laitier plutôt à la base, qu'il a transformé en élevage allaitant, donc vache à viande. D'accord. Où il a finalement arrêté l'élevage de vaches assez rapidement après son installation, 6-7 ans après son installation, pour faire uniquement de la grande culture. Donc au début en conventionnel, puisqu'en fait c'était ce qui était encouragé à l'époque. On parlait très peu du bio, voire pas du tout. Il a fait ça une trentaine d'années, si je me souviens bien. Non, une vingtaine d'années, pardon. Et puis au final, quand moi j'étais en mission là dans les terres australes et antarctiques françaises, on en avait parlé un petit peu en off. Il a décidé de passer la ferme en bio. Donc ça c'était en 2019. Donc ça faisait quasiment 10 ans moi que j'avais commencé mes études en écologie où j'en parlais de temps à autre du bio, enfin de ce qui était possible de faire. Ah, donc c'est peut-être toi qui as un petit peu. Ah, je sais pas, mais ok. Ouais, j'étais pas là en tout cas quand la conversion s'est faite en bio, quoi. Et donc du coup on est en bio depuis 7 ans maintenant. Donc voilà, enfin les pratiques ont constamment évolué. Ok. D'une ferme en polyculture élevage, comme un peu étaient toutes les fermes à l'époque.
on se dirige vers de la grande culture. C'est ce qu'on voit de plus en plus, et de la grande culture bio maintenant. Et depuis mon installation, grande culture bio avec transformation à la ferme. On parlait des chauves-souris. Ouais. Ça devient d'où cette fascination pour les chauves-souris? Il y avait un truc, genre on veut dire, est-ce que c'est Batman qui a joué dans ton parcours ou pas? Même pas, puisqu'au final, les films Batman, je les ai vus il y a quelques mois, je les avais jamais vus. Ah ouais? Ouais. Alors du coup, Non, c'était... instructif. Ouais. Batman, super documentaire sur les chauves-souris. C'est ça. Non, c'était au final une passion que j'ai découvert par une expérience de bénévolat l'été 2013, donc ça remonte un peu. Pendant un mois, j'ai travaillé sur les chauves-souris dans le Limousin. Et au final, c'est... Parce qu'il y a plus de chauves-souris dans le Limousin. Non, pas du tout. C'était une opportunité comme ça. D'accord. Et après, ouais, je me suis pris de passion pour les chauves-souris. C'était aussi un peu, à l'époque, une opportunité parce que, du coup, dans le domaine de l'ornithologie, l'étude des oiseaux, les places étaient quand même relativement limitées, on va dire, pour essayer de trouver un travail derrière. Et les chauves-souris, il y avait encore des possibilités de... Enfin, on était peu nombreux encore à travailler sur les chauves-souris. Et donc, du coup, le fait de pouvoir se spécialiser sur ce taxon-là, enfin, ce groupe d'espèces-là, ça augmentait les chances de trouver un poste par la suite à la fin de mes études, quoi. Okay. Donc, opportunité, mais très vite passion, quoi. Passion, ouais. Bah, au final, c'est des espèces qui sont méconnues. Enfin, je pense que peu de personnes savent qu'on a 36 espèces de chauves-souris en France, par exemple. Leur mode de vie, on a encore pas mal de choses à découvrir, étant donné qu'elles vivent la nuit. Elles sont pas forcément faciles à observer, donc du coup on les connaît peu. Et du coup toujours ce côté un peu bricolage dont on a parlé. Il y a un côté défricheur aussi, il y a plein de choses à découvrir. Et puis du coup des outils à essayer de mettre en place pour les observer. Mais j'imagine que dans la recherche, en général, il y a peut-être c'est peut-être une mauvaise image, mais il y a une double approche. Ouais. Soit le côté défricheur, aller en éclaireur, découvrir des choses, un peu comme je sais pas, un archéologue ou un truc. Et il y a le côté, comment on trouve aussi de l'intérêt à étudier un sujet qui a déjà été travaillé et retravaillé. Oui. Tu vois, enfin, je pense que l'approche n'est pas la même. Enfin, est-ce que toi, c'est ça qui peut t'animer aussi? Dans ce que j'entends, de ce côté, aller découvrir des choses qui n'ont jamais été connues, quoi. Oui. Bah oui, ça c'est un truc qui m'a motivé dans cette perspective-là. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport aux chauves-souris, est-ce qu'il y a des trucs qui t'énervent particulièrement? Enfin, je veux dire, on va dire dans l'imagerie populaire, on entend plein de choses et souvent plein de bêtises sur plein d'espèces, hein, les serpents notamment, etc. Mais est-ce que toi, il y a des choses qui tu sens que ça t'anime particulièrement sur les chauves-souris? Comment dire, par rapport par rapport à la perception des gens, ou en tout cas ce que tu peux entendre ou voir. Je pense que ça a quand même pas mal évolué entre le début du siècle, même avant et maintenant. Les chauves-souris, je pense que c'est encore... c'est plus trop des animaux du démon, ce genre de choses. Les serpents, c'est moins le cas. Je pense qu'il y a encore pas mal de couleuvres qui se font dézinguer à coups de pelle. Les chauves-souris, c'est une espèce en voie de disparition? Ou encore, j'allais dire, optimiste. Mais... selon les espèces, les effectifs sont soit stables, soit continuent de chuter. En partie à cause de la dégradation de l'habitat, l'arrachage de haies, les produits chimiques. Il n'y a pas eu des mesures de prise sur les arrachages de haies? Non, c'est là-dessus? Non, c'est encore assez consternant ce qui se passe en France. Depuis les années 60, on a perdu 1,4 million de kilomètres de haies à l'échelle de la France, donc on peut faire 30 fois le tour de la Terre, hein, même plus de 30 fois le tour de la Terre. C'est entre autres lié au remembrement aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, on continue Là, chaque année, il y a à peu près 23 000 kilomètres de haies qui sont arrachés en France. Et à côté de ça, on en replante à peu près 3 000. Donc ça fait un delta de 20 000. Oui, sachant que ce qui est toujours hallucinant, c'est que dans ce qu'on replante, c'est pas forcément les bonnes variétés de ce qu'il faudrait remettre à ça. Là, il y a quand même un gros travail là-dessus. Maintenant, il y a pas mal d'assauts qui remplacent des choses. Pardon, je le dis. Malgré ça, les chauves-souris ont par exemple besoin des haies, ça constitue des corridors de déplacement pour elles. En fait, étant donné qu'elles émettent des ultrasons pour se déplacer, elles ont besoin d'avoir des obstacles dans l'environnement pour avoir... En fait, elles émettent des ultrasons et c'est l'écho qui leur permet de se guider. Ok, donc dans un désert, en gros, s'il n'y a pas de choses... elles peuvent pas... C'est comme si elles étaient aveugles, en fait. Puisqu'en fait, il n'y a rien qui renvoie l'écho. Ce qui fait qu'elles se retrouvent souvent dans des grottes, des choses comme ça aussi?
La sécurité, j'imagine, et peut-être le milieu, mais il y a aussi le fait qu'il y a des parois qui permettent de communiquer plus facilement. Ouais, après ça c'est plutôt lié à leur écologie, à leur fonctionnement. Les chauves-souris vont avoir besoin de différents habitats en fonction du moment de l'année. Si c'est pour l'hibernation, c'est des espèces qui hibernent. Mhm. Donc du coup elles se retrouvent dans le Chinonais, il y a des caves un peu partout. Et donc là par exemple à partir de octobre ou novembre, elles se retrouvent dans ces caves-là pour passer l'hiver, où elles mettent au ralenti leur métabolisme. Et donc, oui, et où du coup, dans les caves, on retrouve une température plutôt stable avec une hygrométrie élevée. Et au printemps, elles vont ressortir pour aller sur les endroits où elles vont donner naissance à leurs jeunes. Souvent, c'est dans des combles de maisons, des granges abandonnées, ou en forêt, dans des arbres creux, par exemple. D'accord, c'est vraiment leur Sauf que, étant donné qu'elles ont besoin de différents habitats en fonction des moments de l'année, elles ont besoin de se déplacer entre ces différents habitats qui sont rarement au même endroit. Là, on mène en ce moment des études là, depuis 10 ans avec un groupe de Poitou-Charentes et même en Nouvelle-Aquitaine, où on étudie le déplacement d'une espèce de chauve-souris, maintenant même de plusieurs espèces de chauves-souris, et on s'aperçoit qu'elles sont capables de faire plusieurs centaines de kilomètres en fonction du moment de l'année entre le gîte d'hibernation et... C'est les animaux qui migrent beaucoup. Ouais, alors, enfin, c'est pas vraiment de la migration, c'est du déplacement partiel. Enfin, D'accord. on utilise plutôt la migration pour, alors soit pour les oiseaux qui vont par exemple aller en Afrique subsaharienne pour passer l'hiver. Ils changent complètement du coup d'hémisphère. Qui vont vraiment... Le râle déjeuner dont je parlais tout à l'heure fait partie de ces espèces-là. On peut avoir certaines espèces de chauves-souris qui migrent, qui vont se reproduire par exemple en Europe du Nord, en Europe de l'Est et qui viennent chez nous pour passer l'hiver. Oui, c'est pas forcément dans un sens la migration, en fait, ça peut être aussi dans le sens. Ça peut être aussi, Ouais, mais par exemple, en hiver, on a des migrateurs qui viennent passer l'hiver chez nous et qui repartent plus au nord au printemps, en Europe du Nord. Ok, d'accord. Qui gardent du coup un lien avec le froid, du coup, C'est ça, ouais. présent dans leur environnement naturel. Je refais un bond. T'étais comment à l'école? C'était quoi tes souvenirs d'école? Est-ce que t'étais quelqu'un, je sais pas, comment t'étais positionné entre guillemets à l'école? Bon, plutôt, on va dire la partie primaire, collège, plutôt studieux quoi. Ok, bon élève quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt au haut du panier, bon Ouais. élève ou... Oui, ça va, ouais, jusqu'en seconde à peu près. Ok, où est-ce que tu disais après Ouais, c'est devenu et un peu après j'ai plus... décroché, ouais. Bon, puis aussi après avec les groupes de copains, enfin, ouais, on passe plus de temps à déconner qu'à Ouais, étudier. c'est la période quoi. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Toi, t'as grandi principalement dans le Chinonais? Du coup, plutôt dans le Loup-du-Nez, moi, parce que... Ah oui, pardon, on est sur le lot de barrière Ouais, c'est ça. invisible. Sachant que, on n'en a pas parlé, mais la ferme est vraiment à cheval Chinonais-Loup-du-Nez, puisqu'en fait, on a la moitié de la ferme qui est sur Seuilly, donc l'Indre-et-Loire, Ouais. et l'autre moitié de la ferme qui est sur Vézières, et donc Ok. la Vienne, le Loup-du-Nez. Donc vous Et êtes la- même sur deux régions quoi en fait. On est sur 2 départements de région. Ça va, tu le vis bien? Oui, ça va. Ouais. Mais du coup, vous avez fait comment? Enfin, il y a une vraie jonction où vous êtes vraiment l'adresse officielle, entre guillemets, fiscale de la ferme, c'est dans le 37? Alors, il y a 2 adresses à la ferme. D'accord, deux entrées, deux appareils, d'accord. Mais par contre, pour ce qui est du siège d'exploitation de la ferme, il a toujours été dans la Vienne, Ok. que ce soit mon père, mon grand-père, D'accord. et ça a toujours été la Vienne. Mais oui, on a les 2 adresses postales. J'ai habité d'ailleurs jusqu'à mes 8 ans, on habitait dans l'Indre-et-Loire. Et mes parents ont rénové une maison à l'autre bout de la ferme, et donc du coup on a déménagé, on a changé d'adresse. Ça doit faire des super changements, j'imagine, administratifs. Ouais, Fun, ouais. des fois? Bah, du coup, on a toujours été habitué à avoir les. Switch, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc la notion de frontière est très, Ouais. très vague, quoi. Mhm. Tu parlais du bénévolat tout à l'heure, notamment sur les chauves-souris, donc du coup, cette mission dans le Limousin. Ouais. Ça a été quoi la place du bénévolat dans ta vie? Enfin, on le voit déjà un peu là, mais est-ce qu'il y a eu d'autres expériences où on s'est exprimé chez toi? Ouais, il y en a eu d'autres, et notamment là dans les domaines naturalistes. Au final, si on veut vraiment se faire de l'expérience qui nous servira plus tard pour valoriser sur notre CV et auprès des employeurs potentiels, c'est des expériences de bénévolat ou de stage dans des cadres universitaires par exemple, qui vont vraiment payer, puisqu'en final ce qu'on apprend à l'école, ou en formation à la fac ou autre, c'est des choses
Enfin, ça nous amène des connaissances fondamentales, mais... Ça demande à s'exprimer, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Quoi. Ouais. Et ça, tu l'as retrouvé dans les associations de quoi? De protection des animaux, des chauves-souris? Ouais, c'est ça. Dans des missions comme ça? C'est ça, les associations de protection de l'environnement. Là, localement, en Touraine, ça va être la LPO, la CEPANTE. La LPO, tout le monde peut adhérer et oui. être relais de la LPO. Oui, c'est ça, ouais. Il y a le CPIE aussi qui est à Avoine, qui met en place des actions, ou des matinées ou des après-midi de formation ou de découverte. Tu as une grande fierté dans tout ce parcours, s'il y avait une fierté en tout cas, une fierté personnelle dans tout ça. J'en entends plein, mais toi, celle qui avait le plus de sens dans tout ce parcours assez riche déjà. Parce que tu as 28 ans, on est d'accord? C'était 28 ans à l'époque du CV, je l'ai pas actualisé depuis, mais ça date de 2021, donc là j'en ai 33 maintenant. Ah ouais, 33, ok. Ouais. Bon, dans tous les cas, 33 ans avec cette expérience-là, ça fait une bonne expérience. Oui. Toi, ce que tu retiens, ce que tu as envie de retenir? Une des expériences qui m'a le plus marqué, c'était l'année, enfin même plus d'1 an, dans les terres australes et antarctiques françaises, là, pour étudier les oiseaux, les mammifères marins. C'était une mission, c'est ça? C'était une mission, ouais, et ça c'est je suis assez heureux d'avoir eu la chance de faire ça, parce que du coup, la sélection est assez rude, hein, quand même. Je suis parti avec un labo de recherche, et ce labo-là, il reçoit, en fonction des années, entre 150 et 200 CV pour 5 places. Ah ouais. Et il faut une sélection sur quoi, du coup? Sur les compétences, les formations, le lien aux espèces que vous allez observer? Il y a une première sélection sur du coup les connaissances fondamentales qu'on peut avoir, et surtout les compétences, puisque là c'est vraiment du travail de terrain. On va aller capturer des otaries, des albatros, et donc au final il y a très peu de personnes qui ont eu la chance de pouvoir faire ça avant de partir là-bas, quoi. Donc moi j'ai pu le faire sur d'autres espèces, donc après ce qu'on apprend sur certaines espèces, on peut le transposer sur d'autres. Okay. Mais bon, manipuler une chauve-souris et manipuler une otarie, c'est c'est pas la même chose. Même si on va faire un peu la même chose, mais c'est 1000 fois plus gros, quoi. Et après, donc ça c'est une première phase de sélection, et après ça on a des tests physiques, médicaux à Paris, des trucs assez stricts, et des tests psychologiques, puisque c'est de l'isolement assez poussé. Là dans mon cas, on était 24 sur une île. Pendant combien de temps? Moi je suis resté 13 mois sur l'île. Ah ouais, d'accord, donc on est vraiment dans un fonctionnement un peu particulier, du coup, ok. Et tu y accèdes en bateau? On y accède en bateau, depuis la Réunion. J'imagine que c'est pas une île, c'est pas une île peuplée, ou avec de la civilisation, entre guillemets, mais on est sur quelque chose une réserve naturelle, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, depuis quelques années maintenant, c'est classé réserve naturelle nationale, du coup ça fait partie du réseau des réserves de France. D'accord, donc à Réunion, ça c'est le parc naturel non, du coup c'est la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises. Ok, d'accord. Et donc ça regroupe l'archipel Crozet et toutes les petites îles qui est autour, Kerguelen, qui est la plus connue, Amsterdam, et il y a d'autres îles comme les Éparses par exemple, mais qui sont plus proches de Madagascar et de la Réunion. Okay. Voilà, ça fait partie du même groupe d'îles. Et depuis peu, c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. Voilà. Et donc c'est des îles qui sont vraiment dédiées à la recherche scientifique. Il n'y a pas d'habitation permanente. Et quand tu disais grande fierté, c'est quoi? C'est justement cette expérience sociale et personnelle d'isolement et de conditions particulières, ou tu placerais où au final, en partant là-bas, on se fait souvent des idées en se disant ça va être une expérience scientifique, naturaliste, hors du commun, et au final on revient, et ce qui marque le plus, c'est vraiment l'aspect social. L'expérience humaine, quoi. Parce qu'au final, on fréquente des gens qu'on n'aurait pas forcément fréquentés dans notre vie de tous les jours, quoi. Parce que sur l'île, on était des scientifiques, mais aussi du personnel militaire, des personnes qui sont là pour faire l'entretien des bâtiments. Ok, il y a plusieurs niveaux de mission, il y a plusieurs types de missions en fait sur le même moment. C'est ça, en gros... une genre de mutualisation des missions, c'est ça? En fait, les missions sont organisées dans un but scientifique, mais on va dire que pour 8 scientifiques sur place, il y a 16 personnes qui sont là autour pour faire vivre la base, l'entretenir, faire à manger. Il y a tout le reste, tout ce qui est à côté. Okay. D'ailleurs,
dans ton parcours, ce que j'en entends, est-ce que toi, tu te considères plutôt comme quelqu'un de solitaire ou au contraire, plutôt quelqu'un de très sociable? Est-ce que pour toi, ou l'entre-deux? Moi, je suis plutôt solitaire hein, de base. Ouais. Déjà, je suis fils unique. Ok, J'ai ça toujours t'aide. aimé faire mes trucs tout seul. Euh, Malgré tout, pour ces missions-là, on a besoin d'être avec du monde. Et quand je partage, enfin, j'aime bien partager les choses. Enfin voilà, moi, je prends sur moi, on va dire, mais ça me plaît aussi de Mais pouvoir partager. ok, d'accord. Mais Ouais. t'es plutôt quelqu'un de solitaire au départ Plutôt, et ouais. après tu Mhm. t'adaptes aussi Ouais. à ça, quoi. C'est ça. Ok. Côté ça, tu fais aussi, alors on a parlé, donc Jérémy boulanger, Jérémy écologue, mais on n'a pas parlé de Jérémy photographe. Mhm. Ça, c'est un truc que tu développes à côté, alors peut-être moins pro, quoique, enfin, j'en sais pas, en fait, tu t'exposes, tu fais aussi des choses là-dessus. Euh, Pourquoi la photographie et comment la photographie? Si j'avais résumé en deux questions. Ouais. Oui, si on arrive là-dessus, effectivement, la photo, actuellement, ça me sert pas à grand-chose dans mon métier de Alors, je paysan dis ça, boulanger. attention. Non, mais je veux dire, c'est un truc qui me sert pas à grand-chose. Mais, enfin, oui, j'ai commencé à faire de la photo, au final, dans mes premières années d'études en gestion et protection de la nature, là. Puisqu'au final, je me rendais compte que j'avais la chance de vivre des moments, dans la nature. Du coup, j'étais souvent seul. Ok. Euh, que j'aurais aimé partager avec les gens qui m'entouraient. Et donc ça a commencé C'était comme un ça. média, en fait, pour pouvoir transmettre Ouais, c'est ce que ça. tu vivais sur le moment à ton entourage ou à des gens Ouais, et proches de puis toi. essayer de faire aimer les choses, parce qu'au final, quand on aime quelque chose, on a envie de le protéger. Et donc essayer de montrer le beau, quoi. Et au début, j'avais plutôt une approche photo documentaire. Voilà, il y a un oiseau posé là, je fais une photo de l'oiseau. C'était du témoignage, quoi, Ouais, photo c'est ça. témoignage. Ok. Et assez rapidement, j'ai découvert le métier d'autres photographes. L'un des très connus, Vincent Munier, Jonathan Loire, qui est un peu plus connu, un peu moins connu, mais qui fait de la photo c'est un peu différent. Ça va être des compositions un peu abstraites, tout ça, mais du coup une approche assez sensible de tout ça. Et je me suis retrouvé pas mal dans ces approches-là aussi. Et donc voilà, j'ai continué à faire de la photo, mais Mais du coup, là, sans. on en met quelques-unes à l'écran pour montrer un peu ce que tu fais comme photo. Ouais. Mais ouais, du coup, dans ta démarche à toi, il y a l'idée de transmission, si j'entends bien quand même, enfin, comment témoigner et transmettre. Oui, Et du coup, tu pars de la photographie plus type documentaire pour essayer d'aller vers quelque chose de plus artistique. c'est ça. Là, Ouais. dans ta démarche. Mhm. Aujourd'hui, tu le partages comment tout ça? Parce que du coup, j'imagine que dans tes voyages, les nombreux Ouais. voyages, tu as pu capter, témoigner, prendre en photo, capturer ces moments-là ou ces espèces. Tu continues de le faire vivre, tout ça? Ouais, c'est là où je pêche un peu, quoi. J'aime bien le moment, prendre des images, tout ça. J'aime déjà beaucoup moins on va dire, le post-traitement, le tri des images, tout ça. Ouais. Et là où je suis encore moins bon, ça va être sur le partage des photos, notamment via les réseaux sociaux ou à faire des expositions. Ça, c'est un peu le côté, pas commercial, mais communication de Ouais, la ça, le démarche. poste, ouais. Et c'est ce qui pêche aussi un peu sur mon activité de paysan boulanger, au final, c'est d'aller démarcher pour commercialiser le pain ou par exemple exposer mes photos, quoi. Là en ce moment j'ai une exposition que j'ai fait il y a 2 ans pour un festival photo Ok. où j'ai eu de très bons retours, où j'ai refait un festival photo l'été dernier, mais depuis l'expo elle dort dans les cartons et voilà, il faudrait que je m'améliore un peu En même temps, là-dessus. tu es quelqu'un qui sait faire et qui aime faire, et du coup, c'est vrai que c'est difficile forcément d'être bon partout. Enfin, je veux dire, en tout cas, Ouais. d'être dans l'après. Mhm. En gros, c'est le travail du pain et la vente, c'est un autre métier, c'est en fait, quoi. Oui, c'est ça, sauf que je pourrais produire 150 kilos de pain, il faut que je le vende Oui, c'est derrière un pour en moment, c'est vivre. bien beau de le faire, ouais, c'est Et, clair. et les photos, c'est pareil, au final, c'est super de les avoir fait, d'avoir fait des belles images, mais du coup, il faut aller jusqu'au bout de la démarche du coup, au moins que les images soient vues par le plus grand nombre de personnes, pour essayer d'éveiller les consciences, peut-être. Et la photo, tu continues de la pratiquer, même si j'entends bien, tu te déplaces peut-être un peu moins sur cette approche d'écologie. Mm. D'écologie, oui. Ouais, ouais. Mais du coup, tu continues ça? Est-ce que tu arrives à t'émerveiller du paysage que tu vois depuis ton enfance ou à le réinventer, de le réapproprier?
Ou même dans ta pratique? Ouais, bah, beaucoup moins. Là, les dernières photos que je fais, c'est plutôt des photos de pain pour essayer d'un peu mettre en valeur ce que je produis. Ouais. Et là, c'est aussi par manque de temps, hein, clairement que là, pour le moment, la photo, c'est en stand-by, quoi. Mais Ok. et je pars pas espoir qu'un jour, je pourrais avoir de nouveau du temps pour en faire. Et ça, avec les chauves-souris, t'arrives à le croiser, ça aussi, ou pas? Dans de la photographie. Ouais. Alors, j'imagine que c'est des espèces difficilement observables, mais alors, du Ouais. coup, à photographier, peut-être aussi difficile. Ouais, ça demande une technique bien particulière. Là, j'ai pas le matériel qui me permet de photographier les chauves-souris. Oui, parce qu'on est en très basse lumière, donc on est. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il faut des barrières infrarouges avec soit des flashs ou alors des flashs infrarouges. Mais du coup, il faut défiltrer son appareil photo pour qu'il puisse capter les infrarouges. Enfin, voilà, c'est un peu du bricolage aussi. Ouais. Mais ouais, non, tout ça, je suis pas allé jusque-là. Je l'ai fait d'un point de vue pro avec une des expériences il y a une dizaine d'années, là, même plus maintenant. C'était pour mon mémoire de Master 2 où j'avais bricolé un appareil photo pour. C'était à l'époque des premiers appareils photo en très haute sensibilité, Ok. la Sony Alpha 7S pour ceux qui connaissent, Ok. et qu'on avait défiltré pour pouvoir capter les infrarouges. L'idée c'était de pouvoir filmer les chauves-souris. Ouais, je veux bien. Ouais. Filmer les chauves-souris en ayant un minimum d'éclairage, des petites lumières infrarouges pour essayer de capter leur comportement. Voilà. Donc j'ai fait ça quelques mois, mais sans aller plus loin. Voilà. Ok. Mais il y a plein d'autres personnes qui le font très bien. Je perds mon micro, que je Ouais. remets en même temps. Laissez-moi ne pas rester bien. Tu le tiens. Je vais le tenir comme ça. Ouais. Hein? Il devrait. Enfin, c'est que je le mette bien. T'as dû tirer, je pense, sur la... Ah, je suis trop bien dans les gestes. Est-ce que du coup, dans le fait de faire du pain, vraiment je rebondis dans tous les sens, hein. Mais est-ce que le fait de faire du pain, il n'y a pas aussi un petit côté méditatif pour toi qui aime être peut-être seul? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une approche, enfin je veux dire, c'est pas anodin non plus. Genre, Ouais. on est d'accord que le pain, c'est quelque chose que tu fais tout seul. En fait, vous n'êtes pas une équipe, Ouais. forcément. Bah là, en ce moment, je suis tout seul. Ouais. Ok. Et ouais, si, il y a un côté un peu méditatif où on commence très tôt dans la journée, il fait nuit, enfin. T'es un peu C'est comme une chauve-souris, en fait, silencieux. tu vis un peu la nuit aussi, quoi. Ouais, là, Il y a un truc, pour le pain, ouais. C'est pas tout le temps, tu me disais par contre. Non, une fois par semaine, ouais. Tu produis une fois, et après tu vends. Je vends, du coup, je livre les différents, les AMAP ou les boutiques dans la journée, et je Ouais. fais une vente à la ferme le soir même. Ok. Et le lendemain, jusqu'au lendemain matin, je livre une dernière boutique. D'accord, et après Ouais. t'as les points de dépôt que tu remets en place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Peut-être au bloc. Peut-être au bloc, faut qu'on en discute. Et du coup, aujourd'hui, ta journée type, enfin, j'entends qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais ton activité aujourd'hui, c'est essentiellement travail à la ferme, Ouais. qui représente à peu près combien de temps Si on enlève la production de pain, Ouais, ça va être 4 jours semaine sur le pain. 4 jours sans- sans pain, enfin en tout cas Ouais. de production ferme, donc c'est production céréalière, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, Et là, c'est surtout des travaux en ce moment, parce que du coup, je suis en train de mettre en place le fournil à la ferme. ok, Là, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai lancé cette activité de paysan boulanger, et du coup, je vais chaque semaine, voire 2 fois par semaine, selon les besoins, dans un autre fournil chez des amis, en fait. Ce qui m'a permis de démarrer l'activité sans avoir d'infrastructure chez moi, quoi. ok, donc du coup là tu développes ta propre capacité de production Ouais. en fait sur place. On est sur donc 4 jours semaine de production céréalière, une Ouais. journée de conception de pain, enfin 2 journées, ouais. 2 journées Ouais. entre la vente et la conception. Ouais, c'est ça. Puis en fait, donc, je travaille au levain et sur des fermentations longues. Donc en fait, les pâtes à pain sont faites le lundi, mais elles sont cuites que le mardi matin. D'accord. Donc, ce qui impose d'être sur 2 jours. Ouais. Ok, d'accord. Et après, le reste du temps, Et le reste du temps, du coup, là en ce moment, c'est surtout travaux à la ferme. Ok. mais sinon, Travaux on sur fait pas les des petites bâtiments. missions, Et- chauves-souris, choses comme ça? Ou Ouais, encore? ouais, là en ce moment, c'est compliqué. Ouais. Ok. Mais oui, je perds pas espoir. Si j'ai fait quelques comptages justement dans les cavités en hiver, là, dans les caves, quoi. Mais C'est en bénévolat, ça? Ouais, du coup ça c'est du bénévolat. Ouais, Ok. ouais. Oui, c'est du bénévolat. Là, mon activité professionnelle, c'est agriculteur à 100%, quoi. Ok. Écoute, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Bon, on aurait pu encore discuter pendant 2 heures, je pense, sans problème. Et est-ce qu'il y aurait eu des questions que tu aurais voulu que je te pose Des questions que tu as voulu? et que j'aurais pas posées? J'en ai 5 pages, donc il y en a certainement que j'ai pas posé, ça c'est une forte chance. Mais il y a peut-être une question que tu aurais voulu que je te pose.
ce sera l'occasion de se revoir et de se faire un nouveau podcast pour en discuter. Ouais, peut-être, là, comme ça, je pense qu'on a quand même abordé pas mal de sujets. Ouais, de toute façon, on peut tout survolant. trouver. De toute façon, on mettra les informations, en tous les cas. Donc, Ouais. la ferme Chantemerle, qui est donc dans la Vienne, Oui. mais à 5 minutes d'ici. Et puis, de toute façon, on sera amené à reparler de certaines choses, je pense, parce qu'il y a pas mal de sujets qu'on pourra continuer de traiter au bloc. Juste avant que j'oublie, parce que l'équipe du Fab Lab t'a imprimé une petite chauve-souris Excellent. en impression 3D. Voilà, ça, Merci bien. c'est pour toi. On remercie Mickaël et Titouan. Et écoute, on se redit à très bientôt au bloc. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce temps d'échange. Et puis, nous, on se retrouve pour un épisode, je sais plus à combien on en est. On doit être à l'épisode 8 à venir, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Ok. Merci encore. Merci à toi.